Et bonsoir à tous, ou bonjour à tous d'ailleurs, parce que je ne sais pas quelle heure vous allez voir ou regarder ça. C'est Stuff, je suis donc la personne qui s'occupe du podcast de QI Basket et je suis là pour justement un podcast QI Basket. Je suis pas tout seul, il y a Cam qui est là ce soir, bonsoir Cam. Salut à tous. Le fidèle. Et alors on a deux petits nouveaux aujourd'hui, on a Easy qui est là, bonsoir Easy. Bonjour, bonjour. Et on a Gugur qui est là aussi, Gugur, bonsoir. On a perdu Gugur? Bonsoir à tous. Ah non, ça va, il est là, ok. T'as le stress. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur cette trade deadline qui était un petit peu assez surprenante au final, je pense. On n'a pas vu certains moves arriver, du coup c'était assez plaisant de suivre ça. Donc c'était le 7 février, si je dis pas de conneries, le jeudi. Et il y a eu quelques petits mouvements intéressants, on va essayer de donner un peu notre avis par rapport à ça. Alors ce n'est que notre avis, hein, bien sûr, on n'est pas non plus là pour vous dire exactement ce qu'il en est. Et on va regarder un petit peu forcément les profils de fin de saison qui du coup se sont soit améliorés et donc vont monter un petit peu dans le classement tel qu'il était juste avant la trade deadline. Et nos petits feelings, nos petits filons pour cette fin de saison. Ça vous va messieurs? Yes. Fait. Ok, Ah bon. impeccable. Bon, par quel trade on commence? Cam, tu veux parler duquel en premier? Bah celui qui m'arrange le plus, Iguodala. D'accord, vas-y. Alors, petit résumé avant ça, donc Iguodala, ça fait un an en fait qu'il est resté à Oakland du coup depuis son trade de Golden State à Memphis contre un tour de draft et 3 chips. Depuis, il avait refusé de jouer avec l'équipe, alors que l'équipe depuis, puisqu'on en parlait juste avant, est top 8 à l'Ouest. Ouais. Donc le petit Iguodala, il débarque à Miami contre en échange un tour de draft Justice Winslow. Et côté Memphis, c'est Solomon Hill et Jay Crowder qui font le voyage. Ouais. C'est un des rares trades, je pense qu'on va en parler, qui est gagnant-gagnant. Parce que Miami récupère un vétéran, je vais dire caractère de merde, mais il a quand même un sacré CV. Et puis c'est pas parce qu'à Memphis ça l'a pas fait que ça le fera pas ailleurs. Très gros défenseur, très gros playmaker, très intéressant. Puis en plus de ça, tu récupères un Jay Crowder qui s'intégrera parfaitement bien dans ton vestiaire. Mais surtout à Memphis, on récupère Justin Winslow. Moi, c'est un joueur que j'adore, clairement. Qui peut défendre du 1 au 5. Tu peux le mettre 4, 3. En meneur, j'aimais beaucoup, mais bon, avec Jamorant, il y aura vraiment besoin. Mais surtout, en fait, il permet de boucler l'élan de problème qu'on avait avec Memphis, c'est-à-dire pas de poste 3. Ouais. On a Kyle Anderson qui faisait un peu le taf, mais qui a été beaucoup blessé. Josh Jackson, c'est en G-League. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Miami, ils sont, je dirais, pas armés pour le titre, mais au moins pour aller en finale de conf. Et à Memphis, tu récupères un top jeune. Donc franchement, on a même récupéré Gorgui Dieng et Jordan Bell dans l'opération. Ouais. C'est top. C'est vraiment... en fait, c'est dans le sens du front office depuis le début de l'année. Et je m'attendais vraiment pas. Ok. C'est top. Gugur, pour toi, André Iguodala et Jay Crowder, c'est des pièces qui manquaient à Miami? C'est des bonnes signs. Ça te permet aussi de fluidifier ton équipe, ton roster, d'avoir vraiment une polyvalence défensive sur plusieurs postes, capable de switcher énormément. C'est des mecs qui vont comprendre la zone très rapidement. Ouais. Donc globalement, pour Miami, c'est un bon bonus. Et puis à côté de ça, tu lâches pas énormément. Justice Winslow était tout le temps blessé. Donc je pense que Miami fait une très très belle opération effectivement. Et puis côté Memphis, comme on disait, c'est cool. Ça reste dans le développement, ça libère ce boulet, il passe un cap, tu vois. Ça permet maintenant de lâcher des vannes sur les réseaux sociaux. Donc parfait pour les deux camps. Important ça toujours. Ok. Easy, pour toi c'est quoi? C'est win-win aussi? Écoute, c'est win-win, mais écoute, Miami, on va regarder les concurrents, parce que là, ils sont clairement positionnés. Ils veulent quoi? Ils veulent jouer Milwaukee, donc stopper Giannis. T'as Crowder, t'as Iguodala, t'as Butler. Je pense que c'est l'équipe la plus armée pour freiner Giannis Antetokounmpo. De l'autre côté, t'as Boston, avec tous les postes 3 qu'ils ont. Là aussi, ils sont armés. Et t'as les Sixers qui jouent dans la raquette. Avec tout ça, t'as coach Spoelstra qui, forcément, il arrive toujours à tirer le meilleur de ses joueurs. Donc pour moi, le Heat fait une excellente opération, même si je suis pas aussi dithyrambique que vous sur Iguodala. Pour moi, il est un peu en fin de service. Il peut t'apporter 10 minutes, mais je le vois pas. Enfin, je vois pas plus que ça, quoi, Iguodala. C'est vraiment Crowder que je trouve c'est la super bonne affaire. C'est un joueur que tout le monde veut dans son équipe. C'est un joueur, tu sais, à la Maurice. Tout le monde doit se l'arracher. Tu veux aller loin en playoff, il te faut un Crowder.
Et pour Memphis, justement, je trouve ça un peu dommage d'avoir perdu Crowder, mais finalement, ils perdent pas tant que ça. Et puis, ça te permet de faire un peu plus de place pour Josh Jackson qui recommence à revenir dans l'équipe NBA. Fini la G League, donc je trouve ça pas mal. Et puis Winslow, bah voilà, c'est on va pas dire c'est un pari parce qu'il est bien au-delà, mais c'est un joueur super intéressant. Et puis allez les jeunes quoi. Ouais, effectivement, moi Iguodala, ce qui m'interpelle aussi, c'est que il a pas joué depuis un bout de temps, donc il va avoir très peu de temps pour se remettre en canne, donc ça peut être problématique. Maintenant, effectivement, tu dis 10 minutes, mais avoir Iguodala sur ta pomme en défense 10 minutes, ça peut être très très chiant, et ça peut faire vraiment basculer un match aussi, donc ça reste un point fort. Crowder, on l'a eu aux Cavs, je t'avoue que j'en garde un passage relativement mitigé, non pas en défense, mais plutôt sur son apport en attaque. Je trouve que c'est franchement léger. Je dis pas que Miami est une équipe qui a du mal à marquer, mais on va dire que c'est pas spécialement sa spécialité numéro 1. Par contre, ouais, ça va être l'enfer pour les gens qui vont les taper en défense, ça c'est sûr et certain. Donc, ouais, bon coup de Miami, je pense, par rapport aux équipes qu'il y a à l'Est et ce qu'il faut pour sortir de l'Est. Je pense effectivement que c'est taillé en tout cas sur papier pour aller loin. Et ouais, pour targeter les Bucks, effectivement, c'est pas mal comme mouvement. Et même Solomon Hill, sous Spoelstra, il peut avoir le rôle un peu. Oui, bien sûr, il peut. Il arrive de n'importe où, il te sort un système, boum, Solomon Hill, ok. Tout est possible. Bon, allez, trade suivant. So bad, Harry. Easy, tu veux parler de quel trade, dis-moi? Moi j'aimerais bien parler des Hawks parce que le move de Capella, je le trouve super malin. Et au final, ils n'ont pas perdu tant que ça. Atlanta, ils perdent les gros contrats. Alex Len, voilà, bon, je l'aimais bien, tant pis. Ouais. Mais reprendre Deadmon, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et Capella, j'ai hâte de le voir sur le terrain parce que ils ont besoin d'un mec qui connaît les playoffs, qui connaît les victoires. Capella, Trae Young, si James Harden a réussi à envoyer autant d'alley-oop à Capella, je pense que Young ce sera la même chose. Ouais. Et en plus c'est pas un mec gourmand, donc je pense qu'il va comprendre que parfois il sera sur le banc pour une rotation plus small ball. Et là maintenant les clés, pas de la franchise mais les clés pour Atlanta pour moi c'est John Collins, savoir est-ce qu'il va réussir à vraiment s'imposer dans cette raquette et parfois faire vraiment l'intérim au poste 5 de façon constante ou pas. Est-ce que pour toi John Collins c'est un vrai poste 4? Non, j'ai du mal à le voir post 4 sur le long terme. J'aimerais, pour moi, vu comment la NBA se tourne de plus en plus, il doit se tourner vers le poste 5. Et justement, avoir Capella, j'espère que ça va l'aider parce que j'aime beaucoup ce joueur, très, très athlétique. Ou alors, faut qu'il développe vraiment un shoot et une rapidité latérale plus importante. C'est tout ce que je vois s'il veut rester 4. Ok. Gugur, pour toi, l'aspect un peu unilatéral de Capella qui est pas peut-être pas très très polyvalent non plus. Est-ce que c'est pas un truc qui peut être problématique? Est-ce qu'on l'a pas juste pris pour dire voilà tu vas l'attraper les ballons en l'air de Trae Young et puis c'est tout? C'est pas un problème ça? Je pense que Capella on l'a aussi pris pour apporter des rebonds. Pour un peu encaisser les chocs parce que Atlanta c'est une équipe qui a personne sous le panier pour encaisser des chocs. On parlait de Collins, mais Collins il se fait enfoncer par les arrières aussi, tu vois. Genre pour moi pour l'instant c'est impossible. John Collins, n'importe qui, moi je lui fonce dedans avec mes 60 kilos tout mouillé, je suis sûr que je te le fais reculer quoi. Et ça c'est hyper problématique pour Atlanta. Donc là t'as un vrai pivot et maintenant je pense que ce qui va se passer malheureusement c'est que John Collins va se faire évacuer, j'ai l'impression, et qu'Atlanta va vraiment partir sur ce système avec Trae Young en 1, Capella en 5 et à côté tu vas foutre Huerter, Cam Reddish et DeAndre Hunter pour avoir la polyvalence style Warriors parce que c'était leur modèle de base quand même. Et que Collins, je pense que le projet va tourner tu le mets pas sur le banc pas en sortie de banc? Le problème c'est qu'il a de la valeur, enfin le problème non, il a de la valeur et je pense que si tu arrives à trouver un petit trade rapidement pour lui, tu vas l'évacuer contre peut-être un joueur de plus haut calibre déjà un peu plus près dans son basket quoi. Tu vois un vrai vétéran, peut-être un Blake Griffin, je sais pas, un truc comme ça quoi. Ok, pourquoi pas, effectivement. Tu verrais Blake Griffin avec Capella, tu
enfin, l'expérience Griffin avec un gros pivot à côté, on a vu que ça marche, ça a pas marché. Tu prendrais ce pari? Je crois pas forcément dans ce trade là, mais je voulais tu vois l'exemple d'un gros trade tout à l'heure en off, on parlait de Kevin Love par exemple. Bon bah voilà, si tu vas voir les Cavs, est-ce que si tu leur dis j'ai John Collins, j'ai du salaire, je prends un... Non. Toi non, mais non. On connaît ton front office quoi. Ouais mais justement non. Bah après Kobe Altman, il fait quand même des bons choix. Ouais, on en reparlera plus tard, vous inquiétez pas, j'arrive avec Kobe Altman. Laissez-le tranquille, c'est un Kobe. Ouais, non, et toi Cam, j'allais m'exprimer, mais je vais laisser parler d'abord Cam un petit peu par rapport à cet apport de Capella. Et du coup, Collins, est-ce que toi aussi tu t'essaierais de le marchander pour trouver quelque chose de complémentaire à ton équipe? Ou bien tu le fais sortir du banc? Bah, avant ça, d'abord, j'essaie de mettre les deux ensemble parce que Collins, il a quand même bien progressé sur son shoot et sa gestion de balle. Et comme on l'a dit, Capella, il est pas chiant quand tu le mets sous l'arceau, tu le fais sauter, il fera le taf, il ira chercher ses 10 points, ses 12 rebonds. Après, à moyen terme, ouais, par contre, je pense comme les autres qu'il y aura un des deux qui va péter. Moi, j'ai que c'est Collins parce qu'entre son affaire de dopage et le fait que. Bah, non. Alors là, attention, il a mangé des protéines, il savait pas ce que c'était. Ne commence pas à accuser les gens. Putain, moi je l'avais pas vu, c'est depuis. Et là, du coup, hier j'ai regardé le Hawks Cavs. Je me suis dit, putain, mais le mec c'est Terminator maintenant en fait, ses bras, c'est n'importe quoi. Il a cru qu'il allait passer entre les gouttes. Enfin, soit, vas-y, continue, excuse-moi. Et parce qu'en fait, simplement, Capella il a un contrat qui est très tradable. Merci Chris Paul encore une fois d'avoir saboté son équipe. Et non, globalement, je vois Collins partir. Peut-être pas dessus, je lui donne encore un an, je pense. Qu'est-ce que tu essaierais d'aller chercher comme joueur ou comme contrepartie sur Collins? Un vrai arrière. Parce que pour le coup, on en parlait en off, encore une fois, t'as ta rotation 3-4 avec Hunter et Reddish. Reste à savoir quel rôle tu veux donner à Reddish. Ouais. Mais à côté de ça, t'as pas vraiment de vrais deux. T'as Werther qui fait le taf, mais bon, physiquement c'est limité. Et t'as déjà Steve Nash du pauvre à planquer. Je sais pas, genre, tu vois, un JJ Redick, un truc comme ça, tu vois, un mec, tu le mets dans un corner, il défend bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour qu'Atlanta soit compétitif, mais il te faut un vrai 2. Ok. Matière première assez rare ces temps-ci, il faut bien le dire. Qui j'ai pas eu Easy, t'as parlé de Capella. Gugur, un petit trade? Et moi, je vais parler des Timberwolves. Là, ils m'ont régalé, les Timberwolves. Ouais, un petit peu, ouais. Ils ont tradé leur boulet canadien, là. Donc, Andrew Wiggins... non, vraiment gros boulet pour le coup. Ouais. Andrew Wiggins là est parti du côté de Golden State ils ont récupéré du coup en face D'Angelo Russell et Omari Spellman, donc ça super bon coup. À côté de ça, ils sont allés récupérer James Johnson. Ouais, donc ça encore une fois c'est super, ils ont bougé Gorgui Dieng et du coup ça fait, et puis après ils sont allés dans un dernier petit trade de récupérer Juancho Gomez et Malik Beasley parce que Denver voulait pas s'aligner en termes de salaire sur ces deux mecs là expirants et qu'ils avaient déjà beaucoup de joueurs dans leur rotation Denver. Du coup ça fait que Minnesota a une équipe vraiment fun. Ils vont pouvoir garder peut-être un peu plus 4 en lui amenant son meilleur pote là. J'ai regardé leurs 3 matchs, c'est déjà très plaisant. James Johnson dans un rôle de 4 leaders qui tient le ballon, Malik Beasley deuxième option aussi. T'as des jeunes qui peuvent se développer avec Culver qui va récupérer du temps de jeu par rapport à Andrew Wiggins qu'il n'avait pas avant, et puis t'as Nasrid qui peut enfin montrer ses grosses fesses là maintenant que Gorgui Dieng est parti. Et si le mec défend Peanuts parce qu'il a la flemme offensivement, c'est quand même un talent énorme, Nasrid, donc c'est vraiment cool pour Minnesota de pouvoir repartir en avant, d'être excitant comme ça, c'est une équipe sur laquelle tu cliques sans aucun problème, et voilà, nouveau projet, donc c'est cool. Moi j'ai une question pour Cam parce que je sais qu'on en a parlé dans le premier podcast de cette saison-ci. On avait dit tiens c'est bien, Kat il arrête de se planquer, Kat il arrête de se faire ceci. Est-ce que les Wolves c'est pas un peu le pote qui te promet toujours de pas finir raide défoncé en soirée et qui finit toujours finalement par être bourré? Parce que quand tu regardes toutes les trades deadline ou toutes les free agency, ils ont toujours l'air de te fabriquer une équipe sortie de nulle part et tu te dis toujours putain ouais ça y est les Wolves, ça y est c'est maintenant. Et en fait le projet tient un peu et puis ça finit toujours par se répéter la gueule. T'as pas l'impression, est-ce que cette fois-ci ça va vraiment être différent? Et si oui, pourquoi? Vous avez 2 heures.
Ce que ça avait de différent, bah, en fait, quand on en avait parlé en début de saison, c'était le moment où il cartonnait tout à 3 points. Enfin, il te faisait passer Covington pour un super shooter, etc. Mais à côté de ça, en fait, t'avais pas de joueur. Bah, t'avais 4 qui étaient réguliers et bons en défense, mais à côté de ça, t'avais aucune stabilité sur tes postes 1, ton poste d'arrière. Et en 3-4, bah, t'avais Covington qui était blessé et plus de rotation. Là, en fait, le truc, c'est que maintenant, ils ont plus d'excuses, en fait. Autant en début d'année, c'était ça a été sympa, mais comme tu l'as dit, ils se sont vomis dessus à 22h. Autant là, tu leur mets Dilo, tu leur mets Malik Beasley, par contre, ils ont intérêt à performer. Ouais, mais ils ont déjà Bon. eu des trucs comme ça où ils avaient pas droit à l'erreur. Quand ils sont revenus avec Jimmy Butler, alors on en pense qu'on veut du gars, mais enfin, je veux dire, ils avaient quand même un line-up qui avait quoi faire bander quand même, tu vois. Il y avait déjà pas droit à l'erreur là à ce moment-là, et pourtant ça a quand même merdé. Mais ça a merdé parce que quand Butler se blesse, ils étaient 4ème de conf, je crois, 3ème de conf. Butler se blesse. Exactement. Ouais, voilà, que Butler se blesse et là il commence à descendre au classement jusqu'à ce que Butler revienne et qu'il les qualifie au dernier match contre Denver, formidable. Mais à mon avis, il n'y aurait pas eu la blessure de Butler. Ils étaient tranquilles, avantage du terrain en playoff. Ah, mais justement, Après, pour un mec qui est censé. C'est pas assez, mais... Pour un mec qui est censé faire ta franchise, c'est-à-dire 4, du coup, ça veut dire quoi là? Si Dilo il se blesse demain. Excuse-moi, oui, tu parles de 4. Oui, non, 4, non, il a pas les carrures pour être franchise player. Ok, d'accord. Est-ce que le projet 4, à lui tout seul, il est viable finalement? Il est viable et bien Tu mets à entouré. côté. Parce qu'on se pose souvent la question avec Julien de QBasket, qui est un gros fan des Wolves. Lui, il me dit qu'il a envie de continuer, etc. Mais le mec, il a quand même déjà eu une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on casse toute l'équipe. On va lui rechercher tout ce qu'il veut. Et à chaque fois, c'est pas encore suffisant, tu vois. C'est pas encore ça, c'est pas encore. Au bout d'un moment, t'as tous les mecs de la ligue ont au moins porté une fois le maillot des Wolves, que ça ira toujours pas, quoi, tu vois. Mais attends, je pense que là, on est d'accord pour dire que tous ces trades, c'est juste D'Angelo Russell. Parce que on sait très bien que leur coup, c'est de ramener Booker. Enfin, je pense, non? Là, ils ont fait tout ça pour espérer faire leur fameux Big Three, non? Ah bah, Booker, tu vas l'avoir quand? Bah, Phoenix, ça décolle jamais. À mon avis, si tu leur proposes un package vraiment intéressant avec pas mal de Contre tours de Booker draft, Ah bah, mec, tu peux sortir la moitié de ton équipe et tes tours de draft jusqu'à 2055, hein. bah, je sais pas, Booker, Ils à ont mon que avis, ça. il est pas loin de, Ils il est ont pas que loin lui. de dire je veux me barrer de Phoenix. À mon avis, il est pas loin. À mon avis, la prochaine superstar qui dit j'en ai marre, je misais sur Towns. Mais là, vu comme c'est parti, voir ses deux potes à Minnesota, je pense en tout cas que c'est le plan assez simpliste de Minnesota. C'est chercher Russell pour prendre Booker. Sachant que, attends, ils se sont débarrassés de Wiggins pour prendre Russell, mais je trouve que le prix à payer est assez fort parce qu'ils perdent un pic non protégé en 2022. Ouais. C'est Protégé en 2021. en 2021 top 3. C'est pas énorme, hein. Non, c'est pas ouf. Juste top 3 protégé. Donc je trouve que le prix à payer, il est. Franchement, quoi, Golden State, c'est il y a bien. les premières offres. Genre au départ, c'était Wiggins avec Culver et le pic de cette année. Donc ils ont vraiment réussi à renégocier. Au départ, d'après encore les rumeurs, les insiders, Golden State voulait absolument Covington. Donc ils ont bougé Covington rapidement. Et après, ils leur ont dit bon, bah, il reste plus que Wiggins. Et les mecs ont accepté de prendre Wiggins. Sinon, Wiggins, s'ils le gardaient, ils étaient bloqués avec. Mhm. En tout cas, Je trouve très ça bien. ouais, c'est plutôt un bon trade de la part des Wolves. Moi, je trouve aussi le projet Wiggins de Wigginstown, ça marchait pas. Je pense que le mec, t'aurais pu le faire encore jouer 10 ans à côté, que ça a de nouveau pas été. Il a eu des périodes de mieux ici cette saison, mais il finit toujours par retomber dans ses travers. Là, au moins, c'est vrai, ce que Steve Kerr a dit, c'est qu'on lui demandera pas d'être une star à Golden State. Puisqu'il y aura déjà suffisamment. N'empêche que les mecs, ils se préparent quand même à avoir un petit Steph Curry, Klay Thompson, Wiggins et des Draymond Green l'année prochaine. Plus une chaise. James Wiseman. Donc, Ça veut lui faire Et tout James drôle. Wiseman. c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Plus un pic assez haut, normalement, c'est drafty, quoi. Ouais, ok, nickel. Bah écoutez, moi je vais forcément aborder le André Drummond aux Cavs, parce que celui-là, je crois que personne l'a vu arriver. Non. Non, alors là, Je pense qu'on va être Je le raisonnable. comprends toujours pas. Je le le comprends toujours pas. Le mec qui a mis 50 balles là-dessus, je pense que là, il est au chaud, les pieds dans le sable, il nous écoute pas, il a autre chose à foutre de ses journées. Mais il est pas à Cleveland en tout cas. Non, c'est sûr. Donc John Un Henson, gros déçoit. Brandon Knight et le pick, le second tour 2023 des Warriors. Putain, même en le disant, je peux pas arrêter de rire, c'est pas possible autrement. Contre André Drummond. voilà. Alors,
Il y a quand même un truc que j'aimerais bien préciser, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent Détroit, vous êtes des pigeons, Détroit, vous êtes des pigeons, mais c'est pas à ce moment-là que Détroit, ils sont des pigeons. Ils sont des pigeons, c'est au moment de refuser les offres d'Atlanta. C'est à ce moment-là que c'est des pigeons, non? C'était quoi? C'était un premier tour et Cam Reddish, un truc comme ça? Je trouve que c'était une connerie. Il y avait, c'était pas Allen Crabbe qui avait dedans? Si? C'était pas ça? Je me souviens plus de l'offre. Je me rappelle de Cam Reddish. C'était Evan Turner, Cam Ah Reddish, premier tour de draft. Donc Ouais, assez c'est ça. sexy, tu vois, comme offre en plus. Enfin, Ouais. de toute façon, juste Cam Reddish, ça vaut largement plus que le trade des Cavs. Ouais, d'accord. Bon, ça va te faire de la place dans ton cap, mais il y a qui veut aller à Détroit? Enfin, surtout là Voilà. maintenant, je veux dire. Déjà, t'as pas de spectateurs, alors. Ben oui. Mais après- Je vais pas critiquer le trade de Drummond en lui-même, mais c'est pourquoi avoir fait ce trade, mais garder D-Rose, garder Morris, euh, garder Reggie Jackson, ça je comprends pas. Mais est-ce que t'es sûr qu'ils les ont gardés? Ou est-ce que finalement les offres elles se sont pas juste éteintes tout court? Ah oui, mais c'est que le rebuild Button, il fallait pas l'enclencher maintenant, il fallait le faire bien avant. Là, ils se sont retrouvés à la deadline en mode bon bah voilà, on va faire un rebuild, on peut pas garder Drummond parce qu'il va activer sa player option. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il fallait réfléchir avant, les gars. Et je suis à peu près sûr que les Cavs à la base, je pense qu'ils avaient proposé mieux que ça, qu'en voyant que la trade avançait et que il y avait Bah, rien bien qui sûr. se passait, à mon avis, ils ont dû baisser leur offre. Et que les mecs ont fini par dire ok, parce que si on attend encore 5 minutes, ils vont nous enlever le tour de draft. Ouais, Ouais. c'est ça. Et même les Cavs, maintenant, bah voilà, s'ils veulent drafter n'importe quoi, s'ils veulent trader Kevin Love ou Tristan Thompson, bah c'est beaucoup plus simple pour eux parce que leur raquette, elle est blindée. Bah, en fait, le Donc truc, là, c'est- ils peuvent accepter des offres moindres, bah parce qu'au final, ils en ont strictement plus rien à faire. En fait, c'est ça, parce que les gens qui comprennent pas par rapport aux Cavs, bah, les gars, ils sont dans le dur. Il leur manquait un rim protector. Ils voulaient Drummond depuis des années. Hein. Ça faisait un bout de temps qu'ils étaient à son cul dès que c'était possible. Là, ils vont au pire, enfin, dans le pire des cas, ils s'offrent un gros rim protector pendant 3 mois. Qui est capable aussi de faire du gros rebond, qui est capable d'aller aussi de prendre des alley-oops, etc., de poser des écrans, tout ce que tu veux. Donc voilà, au pire, t'as un bon joueur avec toi pendant 3 mois. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et un bon gars, surtout, un bon gars de Ah vestiaire ouais, aussi. un bon gars de vestiaire et tout, on le voit en interview et tout, il est toujours bien souriant, tout, il a l'air posé, il est bien dans sa tête. Et puis les gens qui disent que il va pas signer aux Cavs parce que il sort de la reconstruction de Détroit, c'est pas pour aller faire la reconstruction des Cavs. On va quand même pas comparer les effectifs. Hein. Non, Parce mais que- et puis, Parce qu'il il y avait y a bien des mecs, équipes qui étaient intéressées. il y a des mecs Il y qui ont un avait peu bien- oublié ce que Coco à Détroit il a eu autour de lui hein, pendant des années. Hein. Hmm. C'était pas pareil, hein. Excusez-moi, mais sans vouloir manquer de respect, l'effectif des Cavs tel qu'il est là et tel qu'il peut se profiler pour le futur en termes de cap, en termes de tour de draft, c'est pas la même chose. Hein. Ça va pas être arrangé pareil. Donc, il peut même prendre sa player option. Voilà, donc ça fera 1 an et 3 mois d'André Drummond. Bah, bon, c'est quand tu veux. Hein. Quand Je pense que André Drummond, c'est un joueur déjà qui fait passer le financier devant, j'ai l'impression. Pourquoi et il va chercher le pognon à deuxièmement, tout prix? Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont le pognon de toute façon, vous n'êtes pas mal barré non plus. Qui va mettre 30 millions sur sa pomme? Qui va mettre 30 voilà. millions? Boston va mettre 30 millions Oh. sur lui. Daniel, je vais lâcher 30 millions sur André Drummond. Peut-être pas 30, Clairement mais pas. poser 20, 22, tu vois. Bah, voilà, si c'est vous 20-22, voulez tu prends ta mettre player bah, option à 29. Voilà, exactement. À ce moment-là, le calcul est vite fait. Tu vas voir Daniel, il te dit 22, tu fais ok, bah l'année prochaine. Voilà, time. Donc, non, moi je l'imagine bien prendre sa player option en se disant, bah voilà, je vais voir comment ça se passe. L'accueil. Si, en fait, le truc c'est ça, c'est si l'accueil se passe bien à Cleveland, faut pas oublier que c'est un père de famille aussi, donc t'aimes pas non plus bouger toute ta famille tous les 3 mois. Je sais que ça a l'air con comme argument, mais je pense que c'est vrai, même si la NBA reste un business. T'as 29 qui sont garantis l'année prochaine. Je pense que je sais pas si les bird rights sont passés dans le trade, mais du coup ça veut dire que Cleveland peut le signer avec le cap, mais qui ne sera pas voilà, qui sera hors masse salariale. Donc l'équipe ça peut être bénéfique pour tout le monde vraiment. Hein. Et derrière, Après, Tristan, s'il veut bien T'as les signer. Knicks qui peuvent rentrer dans la danse pour le signer, et puis l'appel de New York. Ouais, et puis il joue avec Kyrie Irving, avec Kevin Durant. Franchement, ça va sûrement le chauffer là. Ah non, Non, les pas là. Knicks. Ouais, je sais, c'est une blague, mais
Les Knicks, ils veulent tous les joueurs du marché, finalement, il n'y a personne qui signe. Donc, au bout d'un moment, regardez la trade deadline ici, c'était pareil. Ils allaient choper Michel, Jean-Paul et Rémi. Et au final, ils ont personne. Ils ont juste laissé Maurice. Donc, je sais pas trop où ça va mener. Mais de toute façon, dans le pire des cas, moi, je te dis, pendant 3 mois, au moins, il y aura quelqu'un qui défend à peu près correctement, voire plus que correctement, devant le cercle, qui prend des rebonds et qui va se donner. Alors, le reste, je vais te dire, pour un deuxième tour de draft des Warriors en 2023... Puis globalement, si ça n'a pas marché aussi à Detroit, c'est qu'André Drummond, c'est un joueur qui est incapable de poser des écrans s'il n'est pas concentré dans l'action. C'est toujours un mec qui a posé des écrans sur le porteur de balle. Or, Casey a essayé de le faire jouer, vraiment, tu vois, screen, off-ball, et lui il a dit non. Alors que à Cleveland, qui a une équipe quand même bien plus jeune, tu vois, tu peux te vivre avec pick and roll Sexton, pick and roll Garland, pick and roll Sexton, etc. Donc lui, il pourrait kiffer là-dessus, parce que personne va l'obliger à faire des écrans pour Cedi Osman, quoi. Non, c'est clair. Et puis de toute façon, faire des écrans off-ball avec Drummond, c'est un peu du gâchis, quoi. Mais très clairement, je pense qu'il y a moyen qu'il se marre bien dans le système des Cavs. Alors il faut évidemment que la sauce prenne un peu. Déjà contre Atlanta, c'était déjà meilleur, on sentait qu'il était déjà un peu plus à l'aise dans le système et que les autres avaient déjà quelques solutions pour le faire jouer facilement. Et ça s'est vu direct. Il cavale. C'est vrai que Détroit avait pas tellement un jeu où ça courait assez vite, mais là voilà, avec des dragsters style Sexton, Kevin Porter Jr. ou Osman, voilà, il y a moyen qu'il s'amuse bien, clairement, je pense aussi. Surtout s'il met ses 3 points maintenant. Ouais. Bah, attends, moi j'ai vu 3 sur 3 de Tristan Thompson hier soir. Hein. Il a dû se faire péter 8 gonzesses dans sa piole derrière, ça devait être n'importe quoi. Sacré Tristan. Après tu peux avoir un problème à Cleveland, c'est que globalement ce vestiaire m'a l'air très très immature, donc ça peut être fun, tu peux kiffer en tant que fan, etc. Je pense que malheureusement tu développeras pas grand chose non plus là-dessus. Sur André Drummond, je vois pas un projet avec André Drummond dedans, parce que c'est pas le genre de mec qui t'élève ton vestiaire, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Maintenant, il y a 2 choses, c'est la première fois qu'il se retrouve hors de Détroit, dans une autre franchise, donc à voir à lui comment il voudra redémarrer justement ce nouveau chapitre. 2, ça reste un joueur qui est en année contrat, que ce soit celle-ci ou celle d'après, donc il devra faire bonne figure s'il veut toucher le max, donc ça aussi. Et puis de l'autre côté, voilà, on a un daron sur le banc, et on a une maman aussi sur le banc, donc peut-être qu'aussi avoir cet aspect-là. Regarde Kevin Porter Jr. par exemple, c'est un exemple très simple à comprendre, tout le monde avait peur, comportement, etc. Pour le moment, il n'a pas bougé une oreille. Et il fait que monter ses stats et monter son impact dans le jeu, donc pourquoi pas. De toute façon, encore une fois, les Cavs ils sont dans le fond du fond, ils ont rien à perdre, alors vas-y, viens t'amuser, au pire on prend des branlées, on a quand même l'habitude, et dans le meilleur des cas on gagne des matchs et on s'amuse, donc Et même, j'ai envie de te dire, même Sexton qui s'en prend plein la tronche depuis le début de saison, je le trouve vachement pro parce qu'on l'entend pas non plus. Alors qu'il aurait des raisons de. Oui, mais c'est clair. C'est pas le but du débat aujourd'hui, mais s'il y a bien un mec qui pourrait dire maintenant vous avez fermé vos putains de gueules, c'est quand même bien lui. Parce que vu ce qu'il produit, vu comme il s'arrache sur le terrain, il aurait tous les droits d'aller envoyer tout le monde à la merde. Et pour moi, c'est un gars extrêmement mature parce que franchement, vu ce qu'il prend. On se rappelle les râleries de Kevin Love, même sur le terrain, là, c'était. Je comprends pas comment il n'est pas allé prendre le ballon des mains chez qui il l'avait envoyé, lui jeter dans la gueule. Tu sais, ça me rappelait la situation à OKC quand il y avait Serge Ibaka et Reggie Jackson. Ouais. Tu sais, quand il lui passait pas la balle à Reggie Jackson alors que c'était le meilleur de jeu. J'avais vu ça. Ça me rappelle vraiment cette situation. Après, voilà, Love a dit qu'il pouvait se comporter comme un trou du cul parfois, c'est très bien de l'admettre. Bon, maintenant, voilà, il a depuis lors, il n'a pas refait de conneries. Il est toujours inconstant, mais ça, il le sera, je pense, toujours. En tout cas, en défense, c'est toujours autant une passoire sur pick and roll. Encore une fois, c'est pas le but du débat aujourd'hui, mais putain, c'est fou de voir un mec avec autant d'années dans la ligue et toujours pas foutu de comprendre où il doit se placer. Mais voilà, en tout cas, les Cavs, je me suis bien amusé hier en les regardant face aux Hawks. J'ai beaucoup moins rigolé quand j'ai regardé contre les Clippers, mais les Clippers sortaient de branler, donc je pense que ça a dû jouer. On va faire un petit tour aussi, vite fait. Selon vous, qui aurait dû trader et n'a pas bougé et a un peu raté sa trade deadline? On va commencer avec Easy. Boston. Parce que tout le monde s'est renforcé à l'Est, parce qu'on n'a pas parlé de Milwaukee, mais qui a pris Marvin Williams sur le marché des waivers. Tout à fait.
Et puis qui avait même pas besoin de bouger, hein, pour être totalement honnête. Miami, bah, on en a assez parlé. Philadelphie qui a bougé, bon peut-être que quelqu'un en parlera, mais qui a bougé assez mal pour moi, mais pour moi l'équipe qui devait bouger vraiment c'était Boston. Gordon Hayward, et excusez-moi je vais m'acharner un peu dessus, mais je trouve que c'est vraiment la monnaie à échanger, il est vraiment dispensable. T'as Jalen Brown, t'as Jason Tatum, j'adore ce jeu à 3 ailiers, hein, mais au bout d'un moment il faut un mec dedans, quoi. Capella pour moi c'était le gars à prendre. Ils l'ont pas pris, tant pis. Après, il y avait d'autres possibilités, hein. Même un dead mode, ça aurait été très bien pour eux. Mais je trouve que en playoff, à mon avis, ils vont avoir du mal. Avant, ils avaient Horford, ça marchait très bien. Et c'était le pilier, la base défensive avec Smart à l'arrière. Et sans Horford, je vois pas comment ils peuvent passer, ne serait-ce que Philadelphie. Je pensais vraiment qu'ils allaient s'attaquer à Tristan Thompson, honnêtement. Ouais, ou Tristan Thompson, ouais, voilà. Ouais. Tu vois, ouais. Gugur. Je vais partir sur le Magic. Ouais. T'es 8ème de ta conférence. T'es à 24-31 là, tu vois, t'as 2 victoires d'avance sur les Wizards, c'est te dire comment t'es vraiment mauvais, quoi. Et on vient de revoir encore aujourd'hui là les rumeurs de transfert sur Aaron Gordon, comme quoi ils ont essayé de le trade, ils ont essayé et personne n'en veut, quoi. Et globalement, tu repars avec le même roster. Je pense vraiment qu'ils vont se faire dépasser dans le sprint final et déjà te retrouver comme un con. Ok. Le Magic. Le Magic, d'accord. Cam. Philadelphie, parce que t'as ton vestiaire qui est en train d'exploser. T'as Embiid qui recommence à faire sa star et à rebalancer des posts Instagram à défaut d'être très bon sur le terrain. Et surtout, t'as pas du tout résolu tes problèmes. T'as toujours ton spacing qui est dégueulasse, t'as toujours Al Horford qui est mal utilisé, qui d'ailleurs là il est sorti du banc cette semaine. Donc c'est te dire un peu le constat d'échec que c'est. Et tout simplement, bah, t'es encore trop loin de Toronto, de Milwaukee, même de Boston qui, sans avoir monté de trade, reste plus fort que toi. Donc très compliqué. Et j'ai vraiment peur que cette équipe-là se prenne une grosse désillusion en playoff. Ok. Vraiment. Franchement, pour moi, Philadelphia a une équipe qui est faite pour jouer les playoffs. Parce qu'en SR, globalement, on sait que toutes les équipes défendent de la même manière et attaquent de la même manière sans adaptation. Là, tu as un roster qui te permet vraiment de défendre sur tout et d'adapter. Ce que Miami, je pense, aura beaucoup plus de mal à produire, ce que Boston aura beaucoup plus de mal à produire et ce que les Bucks ne font pas. Donc attention quand même à Philadelphie, hein, en playoff. En tout cas défensivement. Ça dépendra aussi de bien savoir garder son sang-froid et prendre des bonnes décisions au bon moment aussi, parce que ça peut jouer des tours aussi en fin de match en playoff. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas le mec à la Jimmy Butler qui les porte. En fin de match, moi je vois Philadelphie, j'ai pas ce tueur. C'est ça, c'est le mec qui va calmer tout le monde, qui va, au temps mort, va venir choper tout le monde un par un en disant ok, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais gérer, ça va bien se passer. C'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu. Ouais, bah, même Brett Brown est un peu dépassé. Ouais. Moi je vais prendre les Lakers. Alors c'est-à-dire que je peux comprendre qu'ils aient pas bougé, parce que quand t'as un groupe qui tourne bien, t'as jamais envie de bouger des pièces. Malgré tout, je pense que j'aurais quand même été chopé quelque chose au niveau du poste 1, je pense, ou poste 1 plutôt, pour avoir une assise un petit peu plus capable, même si je suis toujours persuadé que Rondo est capable de beaucoup plus en playoff, et que la saison régulière pour lui c'est terminé depuis un petit temps. Bah, le problème c'est qu'il était parti chez le témoin de Jéhovah, et que le témoin de Jéhovah il est pas revenu, quoi. Ouais, enfin après c'est jamais que Darren Collison, hein, donc faut pas s'exciter non plus. Je veux dire, on a entendu ça comme si c'était Michael Jordan qui t'annonçait qu'il allait revenir en NBA, mais en fait bon, c'est jamais que Darren Collison. Mais c'est vrai que ça aurait du shoot. Oui, ça aurait pu on sait pas, encore une fois, c'est le genre de mec, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur ce qu'il a été. Ouais, mais ça fait combien de temps qu'il a pas touché une balle, combien de temps qu'il a pas joué à haut niveau? Ça fait que 3 mois pour l'intégrer, pour qu'il se remette d'aplomb. Est-ce que du coup ce sera pas finalement un coup dans l'eau pour rien? Bref, je trouve que ça regarde un petit peu la ligue de haut en se disant ouais non, mais on n'a pas besoin. Et peut-être que au moment où ça va commencer à se resserrer à mort, il y aura peut-être besoin. Et là il y aura pas de solution. À voir. Est-ce que c'est pas des équipes aussi qui attendent le marché des buyouts, quoi? Quand tu vois là, Milwaukee bouge pas, il va chercher Marvin Williams, par exemple. C'est vrai que ça a toujours été un petit peu la spécialité des équipes, notamment l'ère LeBron au Cavs, c'était toujours un peu ça.
Maintenant, les buyouts, ouais, t'as jusqu'au 7 mars, je crois, c'est un mois après la trade deadline, il me semble. Ouais, c'est ça. Ça a pas l'air de parler trop de buyouts à gauche, à droite. Faut bien se rendre compte aussi que les buyouts, c'est généralement des joueurs qui sont un peu soit finis, soit vraiment sur la fin. Là, ils vont discuter avec Dion Waiters et J.R. Smith. Bon, Voilà. si t'en es là, si tu veux flinguer ton vestiaire, c'est le moment. Hein. C'est avec ça qu'on commence. Même si J.R. Smith avec LeBron derrière pour lui faire tu, il y a peut-être moyen que ça passe, mais enfin bon, je pense qu'il a pas oublié le coup du décompte des points en finale contre les Warriors. Après, tu vois, ce qui est étrange, c'est que Détroit a pas hésité à trade Drummond contre un paquet de chips, mais Derrick Rose est encore là-bas, quoi. Alors qu'il avait une vraie cote, quoi. Et tu pouvais aller appeler Los Angeles et leur dire voilà, j'ai un meneur en MVP, qu'est-ce que tu veux, quoi. Mais Voilà un premier tour de draft. Même un Kuzma, je pense qu'il l'aurait donné sans problème. Hein. Moi je suis pas persuadé. Hein. Honnêtement, je pense que Détroit a passé des coups de fil pour essayer de filer ses joueurs et je pense que ils se sont dit non mais vous êtes coincés dans votre truc. Maintenant on va gentiment attendre fin de saison et on va tout récupérer pour rien. En parlant de ça, il y avait des rumeurs pour un buyout justement de Waldy Jackson. Donc peut-être que là-dessus tu peux essayer de le gratter. Je pense qu'il y a des équipes qui attendent ça. Un buyout de Waldy Jackson. Est-ce que si t'es les Lakers, tu prends le pari Reggie Jackson? Non, mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Là où Gugur a raison, c'est que clairement, à partir du moment où tu vois ce qui s'est passé à Détroit, derrière, tu raccroches ton téléphone. Parce que quand tu vois Drummond qui se casse, quand tu vois comment c'est géré, tu dis derrière, il va y avoir effectivement des buyouts et on va les servir. On va juste attendre. Oui, non, je suis d'accord. Mais je suis les Lakers, je vais pas sur Reggie Jackson. Peut-être pas. Effectivement. J'aurais bougé à la trade deadline plutôt et j'aurais essayé de récupérer un DJ Augustin qui me semble le joueur parfait pour une équipe comme les Lakers. Je trouve aussi que ça aurait été malin de voir de ce côté-là aussi. Ouais. Et je pense pas que Orlando aurait été. Ça aurait pas coûté très cher. Ça aurait pas coûté très cher, non. Effectivement. Non, effectivement, c'est vrai. Du coup, pour vous, là, on va attaquer donc le rush final et après la post-saison. On va commencer avec Cam. Qui reste ton favori numéro 1 pour le titre, maintenant que la trade deadline est passée? Milwaukee toujours. T'as récupéré Marvin Williams pour pas grand-chose, t'as un effectif qui est très fort. Non, ça change pas. Hein. Ils ont jamais été aussi bons que cette année. Ils arrivent à jouer très bien sans Yanis, le mec qui continue de progresser, c'est assez irréel comme stat. Ouais, non, je les vois passer, pas facilement à l'Est, mais passer. Et après, en finale, tu t'offres un truc contre les Clippers sur les Lakers, franchement, tu prends. Hein. Cette équipe, elle arrête pas de progresser et franchement, qui leur fait peur? Pas grand monde. Ok. Easy? Je suis aussi sur les Bucks parce que ils ont un top 3 coach NBA, parce que la déception de l'an passé, ça les a aidés à mûrir et à grandir. Parce que Brook Lopez, on n'en parle pas, mais c'est l'un des meilleurs contreurs. Il est quoi, top 2 meilleur contreur? Parce que Giannis, il est encore plus monstrueux que l'année dernière. Et je vois pas qui peut les stopper. Donc je dirais que l'équipe la plus compliquée pour eux, ce serait Miami et Toronto, parce que Toronto, ils arrivent toujours de sortir des systèmes un peu de derrière les tiroirs. Donc je suis toujours sur Milwaukee. Grosse défense aussi quand ça se met à jouer, hein, Toronto. Ouais, voilà aussi. Ouais. Ok, Gugur? Moi, je vais partir sur les Clippers, je pense. Parce que pour moi, t'as des armes individuelles très fortes, t'as un bon jeu collectif, t'as un banc, t'as de l'énergie. J'ai pas envie de parier contre eux, surtout. Et je pense que voilà, c'est une équipe qui peut s'adapter à presque tout défensivement, qui peut switcher sur tout et qui peut attaquer sur n'importe qui. Ok. Moi, je vais mettre ma petite piécette sur l'autre équipe de Los Angeles. Je pense que... Sparkles. Ouais. Je pense que effectivement dans une configuration où il tomberait sur Milwaukee, LeBron, s'il décide de défendre, je pense que ça peut être problématique pour Giannis Antetokounmpo, en tout cas dans le jeu. Et de toute façon, dans un jeu resserré en demi-terrain, pour Giannis, c'est toujours plus compliqué à partir du moment où son shoot laisse quand même toujours à désirer. Le jour où il y aura du shoot, c'est fini. Hein. On peut revendre le League Pass, il n'y a pas de problème. Mais... En attendant, je pense que avec Anthony Davis, justement pour ton Brook Lopez, Anthony Davis est quand même au-dessus, largement même, je trouve.
Si ça passe pas par le côté de LeBron, ça passe par le côté de Davis. Et je ne vois pas qui a un poste 3 et un poste 5 suffisamment stock et bon en défense pour arrêter les deux en même temps en fait. Donc effectivement le reste, il y a le reste de l'effectif, ça c'est vrai. Maintenant voilà, ça va être très compliqué de sortir les Lakers. Si c'est le cas, et personnellement je les vois bien aller au bout. En plus il y a de la story avec Kobe, etc. Donc, Après, Vous voyez tous les Bucks aller en finale quand même? Parce que moi non, mais à l'Est... sinon tous les trois vous voyez... Enfin, bah, justement, c'était ma question, genre, si... Enfin, moi j'ai dit Milwaukee, Cam a dit Milwaukee. J'aimerais savoir pourquoi pas les Lakers et les Clippers, et vous, pourquoi, t'en as un peu parlé, pourquoi pas Milwaukee, mais pourquoi pas les Clippers du coup, vous voyez? On a donné notre favori, pourquoi vous voyez pas les favoris des autres y aller, et toi Gugur encore plus, pourquoi pas les Bucks carrément en finale? pour moi, comme je le disais... Vas-y, commence. Non Ok, merci, t'es bien galant. Écoute. Pour moi, les Bucks, comme je disais, c'est une... Enfin, le problème des Bucks, c'est que c'est une équipe qui attaque tout le temps de la même manière et que personne se fait chier à défendre spécifiquement les Bucks. Tu vois, personne n'a le plan anti-Yanis et on voit l'an dernier que quand t'as une défense spécifiquement pour lui, les Bucks ils bégayent et Budenholzer adapte rien du tout sur une série. Il y a 2 ans c'est pareil contre Boston et Bud ça fait depuis un bout de temps qu'il adapte pas dans une série NBA. C'est un très très fort coach, un excellent coach de saison régulière. Mais ouais, je trouve que ils ont toujours ce problème-là d'être surpris en play-off, que les mecs arrivent prêts et eux ne le sont pas. Et ne change rien. Donc moi, les Bucks, je les vois encore se faire sortir en demi-finale. Pour moi, équipe de SR, mais pas équipe de playoff. Effectivement, moi je suis assez d'accord aussi avec ça. Hein. J'ai parlé des Bucks par rapport à LeBron pour reprendre vos exemples, mais de fait, je le rejoins très fort dans ce qu'il dit, notamment pour avoir vu Bud quand il coachait les Hawks par exemple. Alors j'ai l'impression de revoir en fait le même truc, c'est-à-dire que si tout va bien pour son équipe, tout va bien. Il va faire des trucs terribles, mais dès que ça va commencer à coincer, c'est là que j'ai l'impression qu'il a peut-être un peu plus de mal à trouver vraiment une parade concrète. Et effectivement, si ton Giannis il est complètement muselé, parce que ça reste faisable, hein, c'est compliqué mais ça reste faisable, le reste de l'équipe peut se mettre un peu en panique, tu vois. C'est-à-dire perdre un peu ses moyens en disant waouh, même si Giannis n'y arrive pas, comment on va faire, tu vois. Et ça manque peut-être un petit peu de ressources à ce niveau-là, de mecs sévèrement burnés, on va dire. Alors, je me souviens des 3 points de Middleton à Boston, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est pas que avec ça qu'on gagne un match. Et donc, du coup, en tout cas, pour moi, l'équipe qui peut leur poser vraiment problème, c'est Miami. Parce que si c'est ça peut faire une très sale défense collective. Et tu peux avoir des matchs avec les 2 équipes sous les 100 points sans problème à chaque match, sans problème. Et donc, ou alors t'as vraiment un moment où t'as tout le monde qui shoot à 3 points et tout rentre depuis 1 mètre derrière la ligne. Mais je veux dire, globalement, ça peut être très compliqué pour eux de s'en sortir face à une équipe qui est taillée comme ça. Clairement. Donc, je vais rester quand même sur les Bucks on va dire en talent intrinsèque, tu vois. En me disant que les mecs ont un peu plus de plomb dans la cervelle, qu'ils sont capables de garder leur sang-froid, qu'ils ont appris de leurs erreurs. Mais je serais pas surpris de voir quelqu'un d'autre sortir de l'Est. Vraiment. Voilà. Ok. Tout le monde s'est exprimé? C'est bon? On est pas mal. Ok, bah écoutez, on va se laisser là-dessus pour cette fois-ci. Donc c'est un petit galop d'essai avec Gur et Easy. Ça va? Ça vous a plu les gars? Au top. Parfait, merci beaucoup encore. Impeccable. On revient bien vite avec vous pour parler de l'actu basket, voir ce qui s'est passé. Je sais pas encore vous dire quand, vous savez qu'on est les plus grands irréguliers des podcasts, mais en tout cas on revient toujours avec beaucoup de plaisir. Donc merci Cam, merci Easy et merci Gugur. Merci à vous d'avoir suivi le podcast et à bientôt. Ciao.